el 2009 tenía la posibilidad de hacer un estudio sobre las remesas que se ha publicado con el título Remesas, una moneda con doble cara. En el 2011, con el apoyo de la señora Sukaina Ndiaye-Ba, hemos podido implementar, como ha dicho Sam, un proyecto piloto del servicio UNRWA. Por tanto, me gustaría saludar a Sukaina, que aparte de haber sido ex-ministra y de ser presidente de FDA y de directora ejecutiva de INAFI, también he tenido la oportunidad de tenerla como mi jefa y ha sido un privilegio. Luego me gustaría saludar al ministro conseller Maser Diallo. A él le conocí en el 2012 y en este encuentro me dijo algo que nunca he olvidado. Me han dicho que hay un dicho senegalés que dice: camina solo y puedes ir muy rápido, camina acompañado y puedes llegar muy lejos. Yo estoy muy contento de estar aquí, muy bien acompañado con la gente que tenemos en la mesa. Bueno, finalmente quiero saludar al señor Lo. Espero poder convencerle que la diáspora senegalesa puede ser un aliado muy importante para el sector de microfinanzas en Senegal. El servicio UNRWA es una iniciativa muy importante y os diré por qué. Sam ha mencionado unos números. Creo que te has equivocado en un cero. Los costes totales que son cobrados por los servicios no son 25 millones, pero bastante más. Hay unos 1.000 millones de euros enviados por las vías formales, los oficiales. Bueno, ese es el montante que llega a Senegal. Luego hay otros 1.000 millones que llega a Senegal a través de los envíos por sistemas informales. Y se estima un coste que antes estaba por los 12%, el Banco Mundial, la G20, busca ahora llegar a un porcentaje de 5%. Se estima que los costes actuales están a los 9%. Entonces, para que los 2.000 millones de euros lleguen a España, hay un coste de unos 200 millones de euros. Entonces hablamos de un total de 2.200 euros que los senegaleses del exterior envían a Senegal. Es 1.450.000 millones de CFA, que ya nos cuestan un poco los ceros, pero para comparar esto es enorme. La inversión directa extranjera, creo que en el 2014, si no me equivoco, son de 343 millones de euros. No obstante, esta fuerte aportación de la diáspora senegalesa tiene poca visibilidad y poco impacto en la economía senegalesa, como ha dicho el señor Diallo hace un minuto. Entonces, la situación actual de las remesas requiere un cambio importante y urgente para empezar a realizar un impacto que las remesas pueden tener en el desarrollo social y económico en Senegal. Este cambio lo intentamos aportar algo con el servicio UNRWA. Es un posible servicio. Cualquier otro servicio que siga las mismas características podrá hacer los mismos tipos de aportaciones. Es un servicio que ofrece a los senegaleses de la diáspora y sus familias en Senegal la oportunidad de utilizar sus fondos de la mejor manera posible y de acuerdo a sus necesidades y objetivos personales y colectivos a un coste muy bajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una plataforma formada por sus socios utilizadores, las asociaciones de la diáspora, muy presentes aquí hoy, instituciones de microfinanzas, otros proveedores. En nuestro caso trabajamos con la aseguradora Askia Assurance, una tienda en internet que se llama nyokobo.com, agencias gubernamentales y otras partes interesadas.
Y es el conjunto de estos actores que hace que UNRWA ofrezca una alternativa innovadora para las transferencias de dinero. Bueno, aquí una pantalla de cómo se ve una cuenta UNRWA. Es una alternativa que es seguro y creo que después de 4 años de funcionamiento, creo que no hay duda sobre esto. Hay unos 350 socios en Europa que lo utilizan, más que nada en España y Francia, y unos 700 en Senegal. Y el dinero que se ha enviado a través del sistema ha sobrepasado un millón de euros. Y bueno, el tema de seguridad es clave. Cuando se habla de dinero y Internet siempre hay una confianza que se tiene que ganar primero. Es un servicio también y ofrece al usuario la posibilidad de mantener un registro de sus transacciones. Eso también es un gran avance, que ahora muchas personas no tienen un buen historial de lo que han enviado durante un tiempo. Una persona ingresa dinero en su cuenta UNRWA en Europa a través de un cajero automático bancario o desde su casa haciendo una transferencia bancaria normal, y luego gestiona él mismo la conversión de euros a CFA y lo puede enviar a varios beneficiarios o lo puede dejar en una cuenta de ahorro de una entidad de microfinanzas. Y luego este año hemos añadido 2 servicios adicionales, siguiendo un poco las demandas de los usuarios. Había mucho interés de poder no solo enviar dinero, pero de poder dar acceso directamente a productos. Entonces hemos hecho un partenariado con nyokobok.com, que es una tienda online, un web shop en Senegal. Entonces senegalés en Europa puede entrar en la página web, indicar los productos que quiere comprar, pagar con su cuenta UNRWA a cero coste y los productos serán entregados en casa de sus familiares en Senegal dentro de 24 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marco. Vamos a dar la palabra a la señora Soukeynaba Ndiaye de la FPA. Merci, monsieur le ministre conseiller. Mesdames, messieurs, bonjour. Je pense que l'essentiel de l'introduction a été réalisé par Sam, mais je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 points. Ce projet-là que nous avions en commun était un projet initié depuis un réseau qu'on appelait le réseau INAFI International. INAFI International étant un réseau international qui regroupe environ 150 institutions de microfinance à travers le monde et que j'avais l'honneur de diriger, que je représente encore, mais dont je ne suis plus le directeur exécutif depuis un certain temps. Donc, nous avions voulu tester un produit, qui est le produit qu'on vient de vous présenter, avec un objectif principal, c'était de donner les possibilités à la casque d'avoir un moyen de transférer de l'argent à des coûts compétitifs, mais également et surtout de mettre en place un fonds qui pouvait permettre à ces associations-là, membres de la casque, de pouvoir réaliser des projets. 2 institutions avaient été choisies pour pouvoir faire ce test-là, cette phase pilote. C'était FDA Microfinance et également une autre institution qui s'appelle IMSEC. C'est vrai que la raison pour laquelle nous avions voulu avoir une phase pilote, c'était pour voir quels sont les problèmes qui pouvaient se poser. Et nous nous sommes rendus compte à l'évaluation du projet qu'il y avait quand même quelques problèmes. D'abord, en proposant un coût, nous n'avions pas pris en compte les coûts, l'ensemble des coûts. Parce que cette machinerie dont on a parlé, c'est à partir de l'Espagne. Mais arrivé au Sénégal, il faut bien que quelqu'un puisse faire fonctionner le système. Et ces institutions de microfinance qui étaient impliquées devaient être les payeurs. Donc le donneur d'ordre, c'était à partir de l'Espagne, mais c'est à partir du Sénégal que, selon la zone d'habitation de la personne qui recevait,
que justement le travail était fait. Donc nous pouvions recevoir de l'argent, l'ordre était donné et l'argent arrivait à une banque au niveau de Dakar, mais nous devions payer quelqu'un qui est à Kaolack ou qui est à Diourbel ou qui est, je ne sais plus, dans n'importe quelle autre localité. Mais là, il faut bien qu'il y ait des personnes qui fassent fonctionner la machine. Ça, c'était un premier problème. Donc il faut des appareils, il faut du personnel, mais il faut également au niveau central un contrôle et une gestion permanente de ce flux financier, etc. Et ces coûts n'étaient pas pris en compte. On avait aussi en face la question de la Banque centrale. Les institutions de microfinance ne sont pas habilitées à faire des opérations de transfert direct. L'opérateur de transfert direct, c'est la banque. Nous devons, parce que la banque centrale leur exige un dépôt de garantie pour qu'en cas de problème, cela puisse être résolu. Donc ce système-là nous faisait faire du transfert direct. Et c'était un problème que nous posions également parce que ça nous mettait quelque part, nous, en tant qu'institution de microfinance, quelque part en porte-à-faux avec la loi et on pouvait avoir cela comme effet de boomerang plus tard. Également, ce fonds dont on avait dit que dans l'ensemble du système, quel que soit le coût, 1 euro restait dans le fonds migrant. Et donc, compte tenu probablement du nombre de personnes, peut-être que c'est la raison, mais en tout cas, à la fin du projet, nous avons vu que ce fonds n'a pas pu être actionné. Et c'était quand même une des informations, un des objectifs qui étaient des objectifs parmi les objectifs prioritaires. Donc, nous nous sommes dit, il faut déjà nous rasseoir pour pouvoir réévaluer ces coûts-là, pour voir un peu si, et aussi vérifier que les objectifs que nous fixons pouvaient être atteints. Ou non. Donc, c'est à l'issue un peu de ces discussions-là que nous avons dit, bon, nous allons... Et puis également, au niveau de la casse, que je pense que Sam n'en a pas parlé, il y avait un autre problème, c'était que l'argent était déposé dans un compte, ici au niveau de l'Espagne, le compte d'une association, et que cela aussi était un risque par rapport à la fiscalité, parce que l'association a des limites dans sa capacité à recevoir de l'argent et à le transférer à travers ce compte-là. Nous nous sommes dit, pour toutes ces raisons-là, et pour nous conformer aux réglementations en Espagne et en Afrique, il faudrait trouver autre chose, notre moyen de faire ce transfert et de voir si c'est véritablement équitable pour que ces institutions, Oxfin comme ces autres institutions, puissent faire ces opérations en toute transparence, mais aussi que ce soit gagnant-gagnant, parce que sinon, ça pouvait poser des problèmes. Donc, voilà où nous en sommes. La CASC avait proposé de créer une coopérative, et je pense qu'on a beaucoup avancé là-dessus. Nous avions dit nous allions geler notre participation jusqu'à ce qu'on trouve des solutions et des réponses aux questions que nous posions. Donc, je pense que c'est là c'est là la situation actuelle. Et ces journées d'aujourd'hui nous permettront peut-être d'arriver à une solution. Mais ce qui est certain, c'est que c'est possible de faire des transferts à moindre coût. Il faut les réétudier, les réanalyser et voir un peu comment, ensemble, on peut réussir à faire quelque chose qui puisse permettre aux migrants de transférer leur argent de façon pas chère, de voir comment l'administration peut aider à peut-être exonérer des impôts et taxes en Espagne comme au Sénégal, et également voir peut-être quelles sont les négociations éventuelles qu'on peut faire avec la Banque centrale, parce que nous avons été à la Banque centrale, mais le problème il est là, c'est des textes de loi qui sont là, et ces textes ne sont pas, on n'a pas de dérogation, et il faudrait avoir ces dérogations-là pour pouvoir faire de telles opérations. Donc j'espère que les débats d'aujourd'hui nous permettront de trouver véritablement des solutions, parce que c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons également, et pour pouvoir avancer dans les opérations que nous voulons mener. Merci. Très, très important comme précision. Donc, je pense que le point de vue de la microfinance au niveau de l'État est important. Et puis, en souhaitant d'ailleurs qu'à partir de maintenant, qu'elle soit impliquée sur tout le processus. Parce que c'est des choses, il y a des questions techniques, des questions légales et tout ça. Donc, je crois qu'il a pris bon ordre. Et puis, voilà, on va l'écouter. Merci beaucoup, M. Lo. Donc, je disais merci. Excellence, président, professeur, ministre conseiller. C'est vrai qu'il a plusieurs casquettes, mais celui que j'affectionne le plus, c'est le titre de professeur. Pour le parcours que j'ai eu avec lui à la faculté de Dakar. Tout d'abord, je voudrais vous remercier au nom du ministre délégué chargé de la microfinance et de l'économie solidaire, M. Moustapha Diop,
d'être convié à cette importante manifestation pour vous parler un peu du transfert des migrants. Il est vrai que lorsque j'ai reçu l'invitation, Monsieur le Président, je suis resté un moment dubitatif parce que je me disais quelle était la présentation que je pourrais faire aujourd'hui face à ce public pour susciter leur intérêt, parce que le secteur de la microfinance est un secteur peut-être particulier qui reçoit beaucoup de transferts, mais quelle était la manière d'aborder cette problématique par rapport à ce public-là. Je me suis dit qu'il était normal. Peut-être que je devrais préciser que je suis d'une ville à forte émigration, et pour l'anecdote, quand je suis arrivé à la fac, le professeur que j'ai eu la première fois en face de moi m'a dit que tu es un miraculé, parce que normalement tu aurais dû être en Espagne ou en Italie. Je me suis dit, tiens, quand même je vais continuer à la faire. Et j'ai eu à travailler comme sujet de mémoire sur, en fait, l'émigration, l'apport économique et les transformations sociales un peu dans la ville de Louga, pour dire que c'est un sujet qui me rattrape. Donc la présentation, brièvement, va se décliner suivant plusieurs aspects. Je me suis dit qu'il était normal, peut-être, de parler un peu du secteur de la microfinance, parce que même au Sénégal, les différents acteurs qui y sont, lorsqu'on parle du secteur de la microfinance, et un récent reportage nous l'a montré, ne connaissent pas très bien le secteur de la microfinance. Vous entretenir un peu aussi de l'état de la lettre de police sectorielle qui nous permet de définir la vision d'ici les prochaines 5 années et que nous sommes en train de finaliser. De faire un peu le point sur l'état des lieux du transfert de fonds des migrants, donner un peu les quelques tendances. Madame le ministre en a parlé tantôt de la réglementation en matière du transfert d'argent, surtout en ce qui concerne le secteur de la microfinance. Et en dernier point, rejoindre un peu Oxfil et parler des innovations technologiques et des perspectives que nous avons dans le secteur. Donc, pour ce qui est du secteur de la microfinance, brièvement, nous pouvons rappeler qu'elle s'est déclinée en 3 phases. C'est un secteur encore récent qui a commencé dans les années 80. Il est vrai qu'on le date à partir des années 70 avec les premières coopératives, mais réellement c'est au début des années 80 que nous avons eu au Sénégal, suite à la crise bancaire dans le secteur de l'UEMOA, et particulièrement au Sénégal, à la fermeture aussi des organisations qui accompagnaient les populations, surtout rurales, que nous avons eu une phase d'émergence. Et nous connaissons les premières expériences dans les régions, pour ceux qui connaissent le Sénégal, de Kaolack avec ACEP, PAMECAS et CMS. Donc, la deuxième phase coïncide avec les années 93 à 2003, où on a eu, compte tenu de l'importance du secteur, ce qu'on appelait les dispositions transitoires, qui a connu la première ébauche de réglementation, qui a été poursuivie en 1995 avec ce qu'il est communément appelé la loi PARMEC, actuellement à 263 milliards plutôt à 235 milliards, pour ce qui est du crédit, de 83 milliards actuellement à 270 milliards. Donc ça, ce sont les grandes tendances du secteur de la microfinance. Je vous parlais tantôt des différents chiffres. Nous avons 383 systèmes financiers décentralisés au Sénégal, organisés en 10 réseaux, 6 sociétés anonymes, parce que c'est une des innovations de la dernière loi, de permettre à des sociétés de capitaux, et ça c'est pour les partenaires espagnols qui sont dans la salle, de pouvoir opérer sous une forme capitalistique, c'est-à-dire en société anonyme. Une association qui est dirigée par Madame le ministre et 366 mecs isolés. Un actif total en juin 2015 de 393 milliards et une contribution, comme je disais, de 10,25% à l'économie nationale. Pour ce qui est du nombre de membres clients et ce qui montre l'importance du secteur de la microfinance, nous sommes à plus de 2 200 000 clients au niveau du Sénégal, avec un taux de pénétration de 16%. Il faut savoir que le taux de pénétration de bancarisation au Sénégal global est aux alentours de 22%. Les banques y contribuent à hauteur de 7% et le secteur de la microfinance y participe à hauteur de 16%. Ce qui démontrera par la suite l'importance qu'on peut accorder au transfert par rapport à la capillarité de ce secteur au niveau du pays et à son étendue au niveau du territoire national. J'ai parlé de l'encours de dépôt et de l'encours de crédit et des ratios qui sont à 90 jours, etc. Ça, c'est la situation par région administrative. Et simplement, pour revenir sur un sujet, on comprendra qu'à part Dakar et Thiès,
les différentes régions du Sénégal sont peu desservies par les systèmes financiers décentralisés. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un effort à faire pour étendre ces services financiers décentralisés-là au niveau de ces régions et faire en sorte que le transfert d'argent puisse être porté au niveau le plus proche des populations. Souligner aussi que Ziguinchor, dont on parlait tantôt, n'est pas le moins bien loti dans ce lot. Lettre de politique sectorielle microfinance, je termine par ça pour ce qui est du secteur de la microfinance. Savoir que nous nous plaçons, comme Madame le ministre le rappelait ce matin, dans le cadre d'orientation globale du secteur de la politique économique et sociale du pays, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent. Cette lettre de politique sectorielle vient d'être finalisée, elle sera présentée aux différents acteurs le 17 décembre prochain, ce qui veut dire, monsieur le ministre conseiller, que je me suis fait violence pour venir parce que je suis très chargé ces temps-ci, avec une vision qui porte sur le secteur de la microfinance, inclusif et performant au service d'une économie émergente dans une société solidaire. Avec un objectif général qui est, comme je le disais tantôt, de renforcer l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers adaptés sur l'ensemble du territoire national. Avec des axes sur lesquels nous verrons l'importance, mais je ciblerai simplement deux axes principaux, c'est-à-dire l'axe 2, qui est l'amélioration de l'offre et des canaux de distribution. Oxfil en parlait tantôt. Nous avons remarqué à travers le diagnostic que nous avons fait quand on élaborait cette lettre de politique sectorielle que c'est un des points de faiblesse du secteur de la microfinance et qu'il faudrait profiter des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies pour non seulement réduire le coût de transaction, comme en parlait tantôt son Excellence, mais faire aussi en sorte que l'offre soit le plus rapprochée possible des populations. Et le troisième axe, c'est l'axe sur la structuration de la demande qui revient un peu sur tout le travail d'accompagnement qu'il faut faire pour les bénéficiaires, et je pense aux migrants, mais aussi sur le travail de formation. J'y reviendrai à travers un des programmes que nous avons développé et qui va montrer de manière concrète, contrairement à ce qu'on pense, que quand on vient au Sénégal avec un projet structuré, avec un accompagnement, il est possible d'avoir des réalisations dans les plus brefs délais. Donc, quelques chiffres marquants sur le transfert d'argent. Globalement, on dit que c'est 435 milliards de dollars qui ont été transférés vers les pays en développement en 2014, 1,7 milliard de dollars pour ce qui est du Sénégal, que 232 millions de migrants vivaient à l'étranger en 2013. Nous savons qu'avec les crises que nous connaissons dans le monde, ce chiffre-là est en constante augmentation et que déjà en 2013, ce chiffre représentait 3% de la population mondiale. Que 30% des jeunes d'Afrique subsaharienne souhaiteraient s'installer de manière définitive à l'étranger. Quelqu'un avait écrit un formidable livre sur Vers un ailleurs prometteur. Il y va peut-être du fait que l'émigration est considérée comme un formidable ascenseur social, mais il y a une part de rêve aussi dans ce désir de s'exiler et de s'établir ailleurs. Plus de 30 millions d'Africains vivaient déjà à l'étranger en 2011. Ça, ce sont les quelques chiffres. Nous avons aussi une évolution du transfert des fonds officiels reçus des migrants dans la zone UEMOA et qui montre une progression constante. Nous notons que c'est le Sénégal qui, dans la zone UEMOA, reçoit la plus grosse part de ces transferts. Et que là aussi, c'est en évolution constante. De 2000 à 2011, on est passé presque à moins de 200 milliards à plus de 800 milliards. Donc, synthèse des données claires sur le Sénégal. Là aussi, c'est un problème majeur que nous avons quand nous parlons des migrants, c'est d'avoir des données exactes parce que non seulement les sources sont diverses, mais aussi il s'y ajoute le fait que dans certains pays, ces migrants ne sont pas tracés sur les listes officielles. Et peut-être qu'on ne leur ôte pas une vie sociale, mais au moins sur les statistiques, on les fait disparaître. Donc on se dit, c'est pourquoi il y a une évolution importante de ce chiffre entre 500 000 et 2 500 000. Dépendant des sources, des Sénégalais qui vivent majoritairement en France, en Gambie et en Italie. Pour dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'immigration n'est pas seulement tournée vers les pays d'Europe, mais les pays africains aussi accueillent leur part de migration. L'envoi des fonds annuels, j'en ai fait cas tantôt, mais c'est la contribution, comme le disait le professeur tantôt, au PIB qui est important, c'est-à-dire 10,4% du PIB. Et qui montre que ça peut être une alternative crédible à non seulement diminution
constante de l'aide publique au développement, mais aussi aux problèmes récurrents que nous avons face aux investissements directs étrangers. Ces envois se passent à travers 1208 points de service de versement, dont 80% relèvent d'une même institution. Que le montant moyen par envoi, peut-être que c'était avant la crise, c'était 150 000 francs 8 fois par an. Mais les gens qui sont dans la salle pourront confirmer, ça vient de vos poches. Le montant moyen c'était 150 000, que coût moyen, ça rejoint tantôt ce que disait Oxfin, 8% aligné sur le taux appliqué dans les autres pays africains. Donc 19 banques, comme disait tantôt, commerciales concentrées dans 3 grandes villes et détenant 5 milliards de dollars en dépôt. Que les ménages bénéficiaires de ces envois sont évalués à 600 000 ménages qui reçoivent des fonds qui représentent 40% de leurs revenus au niveau du pays. Nous avons aussi une cartographie brève des origines des transferts. Nous savons que la plus grande part vient de l'Italie, avec 45%, suivi de la France, 21%, de l'Espagne, 12%, vous vous débrouillez pas mal, de l'Afrique qui représente 7%, etc. Contribution à l'économie, c'est, comme je disais tantôt, c'est 500 000 à 600 000 ménages. Contribution à l'économie, plus de 700 milliards. Contribution aux ménages, 500 000 ménages qui reçoivent 40% de leurs revenus. Et contribution au développement local. Et c'est ça l'intérêt peut-être de ce forum, que les migrants participent de manière importante au développement local à travers des investissements collectifs importants, à travers des services de base que sont l'eau, l'éducation, la santé, et surtout dans les régions rurales et qui sont des zones enclavées. Pour reprendre les propos de Madame le ministre ce matin, quand on investit dans ce secteur-là, on ne peut pas dire qu'on n'investisse pas pour le développement du pays. Maintenant, il faut peut-être tendre vers des secteurs dits plus productifs, comme le nomment les économistes. Donc, pour ce qui est de la cartographie des emplois, des transferts des migrants, il est dit que 70 à 85% sont affectés à la consommation courante. Qu'il existe une épargne résiduelle qui est investie dans l'immobilier. Je taquinais mon ami de la BHS hier, qui me disait que c'était un secteur aussi porteur de richesse et d'investissement. Et le reste conservé en espèces est marginalement investi dans une activité productive. Que 31% des familles bénéficiaires n'ont pas de compte informel. Ça rejoint les derniers résultats de l'enquête que nous avons menée nationale sur l'inclusion financière au Sénégal, et qui dit que le taux d'inclusion financière, contrairement même à tout ce qu'on disait dans le secteur, qui était de 22%, en fait, au Sénégal, est à 15%. Quand on sait que pour les pays émergents, ce taux tourne aux alentours de 60 à 70%, nous voyons l'effort qu'il nous faut faire pour renforcer le taux d'inclusion financière, et par le transfert des migrants, et par les nouvelles technologies. J'y reviendrai à travers le projet Mobile Banking. Et ce sera peut-être un point de synergie avec Oxfin sur les passerelles que nous pouvons établir entre ces nouvelles technologies et le renforcement en fait, de l'inclusion financière. Que 58% des familles bénéficiaires en fait, ont constitué une épargne, et que les familles bénéficiaires épargnent 2 fois plus que les familles non bénéficiaires. J'ai tendance à dire que finalement, une ville comme ma ville, Louga, est une ville sous perfusion, parce que nous n'avons qu'une industrie qui est une industrie polluante de surcroît, et que toutes les ressources presque de la ville proviennent de l'étranger. Donc ça comprend que les familles qui reçoivent des envois sont plus nantis que les autres familles. Il demeure qu'il reste encore un potentiel pour la vente croisée des services auprès des familles des migrants. Oxfin a développé un service, mais il y a encore tout un tas de services qu'on peut développer pour accompagner ces migrants et leurs familles. Et qu'il y a une nécessité pour l'éducation financière pour améliorer l'utilisation des services. Monsieur Sam disait ce matin que les émigrés ont capitalisé une expérience qu'il faut savoir retraduire vers un retour de la fuite des cerveaux pour les pays africains. Mais il subsiste encore un besoin de les accompagner en matière d'éducation financière pour mieux structurer les projets et éviter en fait ce qui a été décrié ce matin, qu'on vienne avec un projet qui est mal ficelé et qui peine à trouver du financement parce que n'ayant pas de garantie et de vision claire. Pour les migrants, j'étais là. Bon, les devis et enjeux des transferts des migrants. Une fois cette situation posée, il s'agissait maintenant de voir quels sont les défis et les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Le premier, c'est
une meilleure maîtrise des canaux de transfert, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une maîtrise des chiffres des migrants en tant que tels, mais les canaux de transfert, nous savons qu'il y a les canaux officiels, mais aussi il y a les canaux officieux. Donc il faudrait travailler à une meilleure maîtrise des canaux de transfert pour mieux évaluer la participation et la contribution de ces transferts-là à l'économie nationale de nos pays, aux différentes économies nationales de nos pays. Une plus grande connaissance des logiques d'utilisation. On a trop tendance à brocarder les migrants en disant que c'est des dépenses de consommation, mais il faudrait aussi travailler à une plus grande connaissance des logiques d'utilisation. Les philosophes et les sociologues sont invités sur ce chantier-là, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'immigration a été conçue pendant longtemps, et malgré peut-être les aléas de la vie, il y a des survivances encore qui demeurent chez les gens comme un moyen ou l'ascenseur social le plus rapide. Donc il y a des logiques internes qui sont propres aux migrants et qu'il faudrait peut-être chercher à décrypter ou à déconstruire et à reconstruire avec eux. Un cadre réglementaire approprié, c'est ce que disait tantôt Madame le ministre en parlant de la BCEAO et de la possibilité qui était offerte à certains acteurs de faire du transfert et à d'autres une restriction au niveau de ce transfert. Et le premier axe de notre politique sectorielle va y travailler parce que nous voulons que les institutions de microfinance puissent agir en tant qu'acteurs directs au niveau du transfert d'argent. Parce que nous savons que pendant longtemps, on a considéré que le crédit était le premier actif des institutions de microfinance. Mais il y a une inversion de ce modèle et que les institutions de microfinance commencent à tirer la plus grande part de revenus des transferts d'argent. Ce qui a amené d'ailleurs l'État, peut-être je devrais le dire tout doucement, à commencer à fiscaliser de manière drastique ces transferts d'argent et qui pose un problème de survie et de viabilité des institutions de microfinance. Mais faites comme si je n'ai rien dit. Promotion de l'innovation dans les services financiers. Ça aussi, c'est un aspect essentiel. Il faudrait qu'on travaille à l'innovation et notamment aux nouvelles technologies. J'y reviendrai avec le projet Mobile Banking, comme je l'ai dit tantôt. Une meilleure organisation de la diaspora pour le développement économique. Parce que ça, c'est le point nodal. On parle de l'importance des transferts. Mais il faudrait que nos États, face à deux phénomènes essentiels que sont la réduction des IDE et de l'APD, puissent tirer, comme Israël, comme les pays de l'Amérique latine, de la titrisation ou de l'émission de bons diaspora. Ce sont des entreprises qui sont certes peut-être complexes, mais les évaluations disent que respectivement, les pays de l'Afrique subsaharienne peuvent tirer 10 et 17 milliards de dollars par an par rapport à ces titrisations et à ces émissions de bons diaspora. La réduction de la pauvreté en ce qui concerne la santé, l'éducation, le transfert de technologie et ce que j'ai disais tantôt, l'alternative à la réduction de l'aide publique au développement. Le refinancement des SFD, parce que je ne voudrais pas être le cordonnier qui est mal chaussé, Monsieur le Président. Pour ce qui est de refinancement des SFD, on considère que face à la contrainte qu'ont les systèmes financiers décentralisés par rapport à la mobilisation d'une épargne stable qui permet de financer des investissements sur le long terme, si on parvenait à canaliser les transferts d'argent et à faire un stock d'épargne à travers ces institutions, ça pourrait fournir une bouffée d'oxygène pour le secteur de la microfinance, qui se refinance auprès des institutions bancaires à près de 45 milliards et auprès des associations internationales. Mais c'est une manne sur laquelle les institutions de microfinance n'ont pas encore vraiment fait un ciblage particulier. Pour ce qui est de la réglementation, brièvement, je ne voudrais pas être taxé parce que moi je suis du public, je ne suis pas riche. Les transferts internationaux ou domestiques de flux financiers dans la zone IEMOA sont régis par des dispositions spécifiques communautaires tenant compte des problématiques liées à la monnaie, c'est normal, au contrôle des changes et à la loi contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et le contexte mondial se prête à un durcissement de cette loi. L'article 2 du règlement 910 Conseil des ministres UEMOA accorde le monopole exclusif aux banques, comme disait tantôt Madame le ministre, et aux administrations des postes pour les opérations de transfert d'argent. Donc pour les SFD, il reste simplement une alternative. Pour être agent direct, c'est de procéder à une transformation institutionnelle, mais on connaît la complexité de cette opération.
Même les grandes institutions du Sénégal, PAMECAS, acceptent sous la conduite de la BCEAO, si essaie depuis plus de 5 ans, mais c'est assez complexe. Donc on voit que cette piste-là n'est pas explorée et n'est pas souvent explorable par les institutions. Donc les SFD faisant des opérations de transfert sont sous-agents des banques et partagent les commissions, ce qui réduit leur marge et fait que dans les négociations, ils n'ont pas une voix prépondérante. Ce qui fait que dans notre lettre de politique sectorielle, comme je l'ai rappelé tantôt, il s'agira de travailler vers une ouverture au moins pour les grandes institutions pour ce qui concerne les transferts internationaux et pour les transferts domestiques, l'ouvrir à tout le monde, comme l'ont fait les pays de la BCEAC en y adjoignant bien sûr un certain nombre de mesures. Donc les structures de transfert d'argent, nous des partenariats, c'est le schéma avec des institutions autorisées que sont les banques ou les trucs postaux du moins, et qui deviennent leurs agents et les institutions de microfinance deviennent sous-agents de ces institutions. Donc on a l'adéquation de l'offre et de la demande. Pour ce qui est des prestations de services, c'est une question récurrente. Quels sont les services en fait que les institutions de microfinance ou le système financier global doit offrir à cette cible particulière que sont les émigrés? On voit que les familles des bénéficiaires, pour ce qui est des banques, transferts en espèces, compte courant, c'est réglé. Pour ce qui est de la poste, c'est réglé. Pour les institutions de microfinance, seulement pour les plus grosses en ce qui concerne le compte courant, etc. Les transferts. L'éducation des familles financières des familles, qui est un aspect essentiel, parce que c'est le problème auquel vous êtes confrontés. Vous dites que tous les investissements que vous faites au pays risquent de péricliter pour des questions de gestion. Donc il est normal qu'on appuie en éducation financière. Et ça, les banques, ce n'est pas leur mission, leur vocation. C'est pourquoi on nous taxe souvent le secteur de la microfinance d'avoir des taux d'intérêt plus élevés, parce que nous aussi, nous avons une mission de formation de nos bénéficiaires qui alourdissent un peu les coûts, mais que nous pensons pouvoir régler avec les nouvelles technologies. Donc, transfert sur un compte, produit d'épargne, nous voyons les différentes institutions, sans faire de pub, BHS, etc., qui interviennent. Et de façon expérimentale pour certains SFD, il n'y a que PAMECAS uniquement qui intervient dans ça. Maintenant, pour ce qui est des banques, pas de ciblage particulier pour les populations à faible revenu. Les banques ne visent que les grosses fortunes, même si elles font de plus en plus du downscaling. Présence limitée hors des grands centres urbains, elles ont tendance maintenant à nous concurrencer, il faut inverser cette chose. Et des produits spécifiques pour les migrants, pour certaines banques spécialisées, c'est le cas de mon ami Kassé. La poste présente sur l'ensemble du territoire, services de transfert et dépôt, mais pas de crédit. Pour les SFD, ensemble des services de base en phase avec la cible, présents sur l'ensemble du territoire, une saturation sur les places urbaines et on cherche à explorer le milieu rural. Et nous avons malgré tout des limites réglementaires et institutionnelles pour développer des services et produits pour les migrants. Par exemple, l'ouverture de comptes courants, etc., qui constitue un problème. Mais avec les nouvelles technologies, on pense pouvoir lever cette entrave. Ça, c'est une cartographie un peu en matière d'innovation technologique des différents intervenants au niveau du Sénégal, les opérateurs nationaux, opérateurs régionaux qui interviennent au niveau du Sénégal, Orange Money, Jim, Ferlo, Wari. Et j'ai l'impression que je devrais actualiser cette page en ajoutant votre service. Maintenant, pour ce qui est du projet, ça, c'est les perspectives. Nous avons, et c'est là où je parlais de synergie à établir avec le présentateur, nous avons un projet mobile banking mutualisé au Sénégal. Pourquoi mutualisé? Parce qu'au Sénégal, nous concevons que les différentes offres dont nous venons de parler sont des offres propriétaires, qui ne sont pas des plateformes ouvertes et qui permettent aux différents clients des différentes institutions de microfinance, mais aussi des différents opérateurs tels qu'OS, de pouvoir interagir sur la plateforme. Et un autre aspect de ce projet mobile banking mutualisé, c'est de partir et de ne pas se limiter au service de mobile money simplement. Parce que les études ont montré qu'au Sénégal, nous avons un taux d'équipement mobile de plus de 100%, ce qui peut étonner les gens. Chaque Sénégalais a 2 téléphones. Nous sommes 13 millions, mais nous avons 14 millions de puces qui circulent au Sénégal. Mais malheureusement, ces services-là sont utilisés pour des services primaires. Plus de 90% pour l'achat de crédit de téléphone, de transfert un peu d'argent et de consultation de certaines choses. Pas de service de microassurance, pas de service de crédit, pas de service d'épargne. Et ce projet-là vise à résorber cela. Il y a aussi, parmi ces objectifs, apporter les services de transfert au dernier kilomètre avec des coûts réduits.
y compris dans les zones où la connexion au réseau électrique ou Internet font défaut. C'est aussi développer des modes de distribution de services pour les SFD, c'est les canaux dont je parlais tantôt, et mettre en place un écosystème et infrastructure de paiement et de services adaptés. Je pense qu'on aura un B2B tout à l'heure, parce qu'on est dans la phase de recrutement peut-être de l'opérateur qui va permettre de lancer cela. Et pourquoi l'État du Sénégal accorde une place importante à ce système? C'est que nous pensons que l'État a un rôle décisif, parce qu'il est le seul capable d'amener les opérateurs Telcos à ouvrir leur plateforme pour que les différentes institutions financières puissent interagir au niveau de cette plateforme-là. Donc, pour ce qui est des défis et des perspectives de ce projet-là, c'est l'adoption de nouveaux moyens de paiement par les clients et le recours à des agents détaillants. Comme il disait tantôt, quand on a beau avoir le dernier smartphone, quand on te présente la facture à payer, le premier jour, ça fait mal à la tête parce que les procédures, des fois. Mais il faut un peu d'éducation financière. Aussi bien que pour les institutions financières qui ne sont pas toujours formées pour les projets de mobile banking ou les services de mobile banking, mettre à jour leur système d'information, etc. Mais aussi travailler avec les clients pour qu'ils maîtrisent le processus. Et l'articulation aux services de transfert internationaux. Comme je disais tantôt, c'est un aspect essentiel. Nous avons un blocage réglementaire à ce niveau. Mais l'astuce, c'est de ne pas aller droit sur le mur parce qu'on risque de laisser des dents, c'est de le contourner. Et c'est de faire en sorte que par les transferts et les nouvelles technologies, les institutions de microfinance puissent accéder à ces transferts internationaux-là. Et la dernière slide, c'est le projet Plaziprix. Parce que je me suis dit que ce qui est importé à la cible migrant, c'est d'avoir un projet sur lequel il pouvait se faire financer et amener des partenaires au niveau du Sénégal. Nous avons développé, et là aussi je ferai une invite à la fin à son excellence pour nous appuyer dans ce domaine, un projet sur lequel nous avons travaillé avec la coopération italienne qui était financé à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Et dont la cible principale, l'objectif principal, c'était de développer l'investissement productif des Sénégalais, mais surtout des Sénégalais établis en Italie, de la diaspora sénégalaise en Italie. C'était 13 milliards. Et la cible principale, c'était cette cible-là. Mais au finish, parce que nous venons de boucler la première phase du projet, c'est pourquoi je l'ai mis dans les perspectives, mais nous venons aussi d'ouvrir la deuxième phase. C'était 13 milliards, mais nous n'avons pu financer que 1,6 milliard pour les Sénégalais d'Italie, face à un certain nombre de contraintes, notamment de la mobilisation, de la garantie et de la confiance. Parce qu'il faut qu'on le dise, vous êtes une cible difficile, ou je ne dirais pas une cible difficile, mais sujette à problème pour les institutions financières, compte tenu du fait qu'elles vous accusent d'être volatiles. À côté de la fongibilité du crédit, ça fait un double risque pour les institutions financières. Donc il faut trouver des astuces. Fongib est là, des mécanismes de garantie, etc., pour faire en sorte que ces institutions financières-là vous acceptent. Mais malgré toutes ces contraintes, nous sommes parvenus à financer 1,6 milliard. Malheureusement, le film n'est pas bien calé, mais je vous aurais passé une expérience de quelqu'un qui est établi dans la vallée avec ses tracteurs et qui dit qu'en Italie, il était employé, maintenant c'est lui qui emploie dans son propre pays des Sénégalais. Donc, 1,6 milliard, refinancement de 40 projets de Sénégalais, ce qui constitue 12% du total des financements. Nous pensons que pour une première expérience, c'est acceptable. Et que pour contourner l'obstacle de la garantie, ce que nous avons fait, c'est de demander un dépôt de 20%. D'où le lien important entre les transferts et la nécessité de se constituer une épargne. Parce que plusieurs projets ont été rejetés à la fin, même acceptés par l'institution financière, parce qu'à la fin, le promoteur n'est pas capable de mobiliser les 20%. Ce qui pose problème quand on a fait 20 ans à l'étranger et 15 ans après. On a trouvé des mécanismes à travers DCA. Par exemple, quelqu'un vient de dire que l'Espagne est à vocation agricole. Dans le secteur agricole, avec l'USAID, un système de garantie qui prenait à hauteur de 80% l'investissement au niveau des institutions financières. Donc on n'avait qu'un dépôt de 20% à apporter. Mais quel que soit le pays dans lequel nous sommes. Et moi, j'ai reçu récemment des Italiens qui me disaient que le système qu'ils ont trouvé au Sénégal, ils ne le voient pas en Italie. Que l'État puisse appuyer, mettre à disposition des fonds, apporter la garantie et assurer le financement et l'encadrement de ces populations. Il y a aussi un important volet éducation financière dans ce projet-là. Et pour ceux qui parlaient des partenariats établis, dans le cadre de ce partenariat-là, on avait un projet important de joint venture entre des sociétés italiennes et des sociétés sénégalaises.
Et la grande réussite, c'est que nous avons accompagné 2 sociétés en juin 28 qui ont actuellement un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA. C'est donc dire qu'il est possible, à travers ces projets-là, d'accueillir des partenaires et même de les financer à travers l'État du Sénégal. Faudrait-il que le projet soit bancable, bien ficelé, qu'on connaisse les procédures. Et une des contraintes, par exemple, parce que là, on sollicitait la garantie FONGIP pour le financement de ces projets, dans les dispositions du FONGIP, on dit que l'actionnariat ou le capital doit être détenu à plus de 50% par les Sénégalais. C'est compréhensible et c'est tout à fait acceptable. Donc il faudrait penser à cela. Et là où je voulais, dans la deuxième phase, solliciter l'appui du Bureau économique et de son Excellence, c'est de formuler ce genre de projet au niveau de l'Espagne. Ce projet-là a été évalué et considéré au niveau du décaissement, 98% de décaissement au niveau des projets, au niveau du Sénégal, pour 13 milliards. Nous avons des taux de remboursement qui avoisinent les 98%, parce que la deuxième phase est financée en partie par la reconstitution du capital des prêts qu'on avait fait aux différents promoteurs. Donc, la deuxième phase, c'est la mise en œuvre grâce au fonds reconstitué des 2 lignes, parce qu'il y avait une ligne PME et une ligne microfinance dans le projet. C'est la formulation de requêtes au niveau de l'Union européenne pour élargir la cible. Vous savez qu'avec récemment le sommet sur l'immigration de l'Union européenne, c'est 1,3 milliard d'euros qui ont été débloqués. J'ai déjà formulé une requête avec la partie italienne pour élargir la fourchette d'intervention de la deuxième phase. Il serait possible, avec l'appui du Bureau économique, de travailler avec la coopération espagnole pour voir comment on peut élargir ceci, parce qu'on ne s'y trompe pas. Une des cibles, c'est de faire en sorte de retenir ceux qui sont au niveau des pays, mais faire en sorte aussi que ceux qui sont ici puissent trouver des investissements dans leur pays qui leur permettent de retourner et de contribuer au développement du pays. Donc, c'est ouvrir le projet à d'autres partenaires. Donc, je vous remercie. Je pense que je n'ai pas abusé du temps, Monsieur le Président. Ça a débordé par rapport au temps, mais ça a réglé beaucoup de problèmes. Je suis rigide, comme vous le savez, mais je crois qu'avec un peu plus d'intelligence, on accepte que les contributions viennent. Surtout qu'il manquait quelque chose à la chaîne, comme je l'ai dit. Nous représentons l'État du point de vue moral et du point de vue économique, mais du point de vue technique et financier, il manquait ces maillons qu'il représente. Je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, nous l'avons invité sur une proposition externe d'ailleurs, mais pensez l'inviter. Parce que depuis le début, je pense que pour que cette chose aille plus loin, il faut qu'on le mette en perspective, que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils peuvent réaliser quelque chose à partir de l'Espagne et pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un grand apport et je suis sûr que dans les résultats de ce forum, nous ferons en sorte que toutes ces communications de qualité puissent être accessibles à tout le monde de manière multiple et que d'ores et déjà, ces différents maillons qui sont réunis ici puissent avoir un travail dans la durée, par un système de suivi sur lequel nous reviendrons. En tout cas, merci beaucoup pour vous tous et en particulier, c'est que l'État du Sénégal soit de ce point de vue-là bien représenté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je voudrais, malgré les grandes contraintes, consacrer quand même 10 minutes d'échange, mais avec la proposition que j'avais faite, que cette question est suffisamment importante, il y a des gens qui sont directement intéressés, qu'ils puissent continuer des échanges sous la coordination technique de SAM pour les gens qui voudraient s'inscrire, trouver une plage horaire d'1 heure de temps, mais parallèlement aux autres travaux après la pause, qu'ils puissent trouver un moment pour échanger pendant 1 heure éventuellement et sortir avec des recommandations. Je crois qu'il y a plein de choses sur la base du décloisonnement des informations. Mon cas de l'entreprise Chapacholi, on s'appelle, nous sommes une compagnie de danse et de musique, mais nous avons, parce que nous sommes de Louga et notre industrie principale c'est la culture. Et nous sommes ici pour le vulgariser et vendre et être une industrie culturelle. On a créé à Madrid des entreprises culturelles qui permettent aux artistes d'avoir un travail, d'avoir des financements et d'être un prétexte pour investir au Sénégal. Mon association Chapacholi, qui est une entreprise par le biais de la culture,
à son 3e école construite au Sénégal, à Sam Notaire, à Kédem. Et on a participé à la construction du musée de la percussion de Louga, que M. Lo, avec le FESFOP de Louga, connaît bien. Donc, on aimerait savoir comment, en tant que Sénégalais et petite entreprise sénégalaise, on peut accéder aux microfinances par vos mécanismes. Merci beaucoup. Construcción que junto con nuestra ingeniería y nuestros técnicos intentamos siempre ser creativos y necesarios. Estamos aquí para presentar un proyecto de viviendas sociales en el cual llevamos trabajando 2 años. Sí, buenos días. El componente fundamental de estas viviendas es el panel frigorífico de una máxima calidad, con un grosor de unos 15 centímetros, resistente al agua, al fuego, a los movimientos sísmicos, a las temperaturas, dado los componentes específicos que tienen. La intención es hacer unas viviendas de 54 metros cuadrados, con 2 habitaciones dobles, un baño, una cocina independiente totalmente equipada y un salón comedor. Queremos configurar unas 12 viviendas en forma de rectángulo que tengan techo, y en el medio de las 12 viviendas hay un aljibe donde recoja el agua de la lluvia para poderla utilizar con potabilizadoras. Entonces, se da la posibilidad de que cada vivienda pueda tener su parcelita agrícola para ayudar a la economía familiar. Los acabados y calidades son modernos, estables y perdurables. No son unas casas sociales, son muy modernas y estables. Asimismo, nuestro concepto de casa social engloba, para mejorar la autonomía, recursos que generan su propia energía y utilizar el agua de la lluvia. Al mismo tiempo, cuando se trata de suficientes unidades, se puede permitir la construcción de centros sociales, centros educativos, centros sanitarios, y para hacer más fácil la vida de una familia. En cualquier caso, como una imagen vale más que 1000 palabras, les invitamos a visionar un vídeo que hemos confeccionado para que sobre todo conozcan nuestra empresa y por supuesto el proyecto que queremos presentar. Fundada como empresa familiar por Alejandro de la Fuente Lorente en el año 1943. Durante todos estos años se han conseguido grandes hitos. 1943, mantenimiento Catedral de Barcelona. 1998, reconstrucción Liceo de Barcelona. Y más recientemente, el centro lúdico Las Arenas de Barcelona. En estos momentos estamos desarrollando en el exterior grandes proyectos, entre ellos, y con especial cariño, diferentes acciones con intención de continuidad en el futuro de una estrecha colaboración con la República de Senegal. Senegal es la tierra donde el hombre y su propio medio se encuentran. Aquí es necesario dejar que el tiempo pase a su manera, porque el reloj es nuestro, pero el tiempo es de Dios. Eso dice un viejo proverbio senegalés. Es una sorpresa escuchar la alegría de los cantos y de las danzas que te hacen vivir un momento de hechizo. Muchos estudiosos consideran Senegal como la tierra antigua, principio y origen de todos los hombres. Leopold Sédar Senghor ha escrito: "Te descubro, tierra prometida, desde lo alto de un alto collado calcinado, y tu belleza me fulmina en pleno corazón como el relámpago de un águila".
Nosotros consideramos también a Senegal como la puerta amable de África, la puerta abierta para conocer las tradiciones de la vida doméstica y de la familia mononuclear subsahariana, las necesidades de sus casas. El arte moderno debe mucho a África. No se comprende el cubismo o el fauvismo sin África. Pero su influencia ha contribuido no solamente a cambiar la idea de la belleza, ni el sentido del ritmo o de la música, sino también la manera de comprender un diseño práctico, ecológico y sostenible en la industria de la construcción del siglo XXI. Ahora venimos y vamos a enseñar una casa bien diseñada. Y bueno, ya estamos aquí. Y esta será vuestra casa. ¿Vamos a verla? Bueno, mira qué salón. Impresionante. Aquí puede vivir la familia entera. Fíjate qué cantidad de posibilidades tiene. ¿Has visto los dormitorios? Sí, y además todo en 54 metros, ¿eh? Cuarto de baño completo. Y además, cocina independiente, totalmente equipada. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Increíble. Tiene unas propiedades espectaculares. Aislante térmico, resistente al agua, es totalmente impermeable. Bueno, y lo que duran estas viviendas, más de 100 años. Espera un momento. Este es el material, es una maravilla y encaja perfectamente, el montaje es súper sencillo y además inífugo. ¿Inífugo? Autoextinguible, no genera ni llama. ¿Hablamos de precios? Eso me interesa, es lo que más te va a gustar. ¿Ya venimos? La BHS accompagne tout projet immobilier. Dans ce sens, il a été aujourd'hui une formidable opportunité d'avoir le plan Sénégal émergent qui aujourd'hui, dans ses différents axes, propose, et suggère et accompagne en même temps l'investissement immobilier, mais pour l'habitat social. Ce dispositif nous a permis, nous, la BHS, de prendre quelques dispositions, à savoir l'une des premières qui est de dire à tous nos partenaires futurs ou actuels, que nous sommes prêts à vous accompagner dans l'investissement au niveau des projets de Diamniadio. Et pour concrétiser cela, nous avons mis en place un fonds de plus de 20 milliards qui est destiné à l'investissement des projets de l'habitat social au niveau de Diamniadio. Ces fonds aujourd'hui seront destinés à construire en moyenne entre 5 à 6 000 unités par an. Et je tiens pour cette partie-là à préciser à nos, on va dire, hébergeurs espagnols que vous avez cette possibilité, cette faculté de venir voir la Banque de l'Habitat du Sénégal et qu'on puisse, si vous êtes dans la promotion immobilière ou si que vous souhaitez réaliser des projets sur le pôle de Diamniadio, de pouvoir bénéficier de notre financement. Ceci étant, nous ne limitons pas seulement à financer les promoteurs, mais nous finançons aussi les particuliers. Quand je dis les particuliers, je peux parler de particuliers regroupés sous les coopératives. J'en ai rencontré entre hier et aujourd'hui plusieurs membres qui aujourd'hui nous relaient leur intention de vouloir acquérir un bien immobilier au Sénégal. Et je tiens à vous rassurer sur le fait que nous avons amélioré nos conditions de financement pour pouvoir vous accompagner, vous en tant que particulier, mais vous aussi en tant que particulier regroupés sous forme de coopérative ou association. Et dans cette optique, j'aimerais juste annoncer deux choses qui ont été acceptées par la banque depuis quelque temps. La première, c'est nos conditions de financement qui ont été réduites aujourd'hui en termes de taux de financement. Nous savons tous qu'au Sénégal, nous avons des réalités économiques qui sont un peu différentes de l'Espagne ou de l'Europe en général. Et nos taux de financement, nous les avons réduits aujourd'hui à 6,5%
ou à 5,5% pour le plan d'épargne logement. Et donc, par rapport à ces faits courants, nous vous proposons aussi une assurance qui est alliée à ce produit-là. Et je me permettrai de le remettre tout à l'heure aux différents présidents d'associations pour vous permettre d'avoir cette information et de pouvoir le relayer auprès de votre communauté et de pouvoir, si vous le souhaitez, échanger avec vous sur cet aspect-là. Donc, c'est juste pour vous dire que sur ces 3 points-là qui sont aujourd'hui l'objectif de vous financer, nos conditions de financement et les produits qui sont dédiés, que nous, la BHS, nous sommes à votre disposition pour vous y assister, pour vous y accompagner. Et nous restons à l'écoute parce que notre participation aussi constitue à être à l'écoute des recommandations et de pouvoir améliorer toutes les dispositions que nous avons déjà prises, qui sont déjà actuelles, mais que nous pourrons améliorer pour pouvoir vous accompagner dans la réalisation de cette habitation.